Ça y est, vous savez dire lent? Lent, pas laon, lent. Profitez-en pour visiter cette ville magnifique. Profitez-en pour visiter cette région magnifique. Cette ville est mal connue. Cette région est mal connue et pourtant elle est magnifique. Profitez-en. Vous savez, c'est ici à Laon, chez moi, chez nous, pour beaucoup de ceux qui sont là, que je viens porter haut, très haut, l'espérance écologique pour la France. Dans ma Picardie, au cœur de ma France, au cœur de notre France, car c'est ici, chez moi, que je m'emplis des espoirs et des colères, des Françaises et des Français. C'est ici que je fais mien les enthousiasmes, les envies, les innovations, les capacités à agir des jeunes et des moins jeunes, des paysans comme Jean-Luc, des salariés, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des artisans. C'est ici que je vois et que j'entends les déceptions, les peurs, les divisions qui s'emparent du pays, ces angoisses et cette fatigue que l'extrême droite et une droite à la dérive tentent d'instrumentaliser à des fins funestes pour embraser la France à coups de panique identitaire. C'est ici que je nourris, sans relâche, ma volonté indéfectible de porter l'écologie à la hauteur de l'histoire de notre pays et de construire une alternative écologique heureuse pour notre République. C'est ici, tout près du chemin des Dames, où tant de nos compatriotes sont morts au champ d'honneur, que naît et renaît sans cesse ma détermination à faire face au nationalisme, aux tentations morbides, régressives, tournées vers un passé fantasmé qui nous détourne des exigences du présent et de l'avenir. C'est ici, dans cette nature si souvent parcourue et aimée, que s'est forgé mon engagement à organiser enfin une lutte intransigeante pour notre environnement, pour le respect dû aux animaux, pour la biodiversité et contre le dérèglement climatique. Car ici, comme ailleurs, nous sommes percutés par les chocs climatiques, l'effondrement du vivant, les pandémies et les maladies chroniques liées aux pollutions et la malbouffe. Jamais, jamais, nous n'avons été autant fragilisés. Et n'en déplaise à tous ceux qui voudraient trouver des solutions étriquées et rances face à ces désastres que nous subissons. Ces chocs se contrefichent des frontières, des nationalités et des identités. Ils nous frappent, quelles que soient nos cultures, quelles que soient nos langues. Le dérèglement climatique est là, la planète brûle avec les méga-feux, elle coule sous les inondations. Ce dérèglement climatique est sans aucun doute, et je pèse mes mots, le plus grand défi de notre siècle. Et c'est un défi universel, parce qu'il touche à notre destin d'humain, à notre destin de terrestre. C'est là que se joue désormais le combat de l'universalisme. Vous l'avez compris, c'est ici aussi qu'est née cette ambition de donner à la France un président du climat. L'engagement et la colère, je les ai entendus ce matin encore. Nous étions plusieurs à l'hôpital de Laon.
à rencontrer des soignantes et des soignants, mobilisés évidemment contre la pandémie et qui prennent soin de nous, alors qu'elle manque cruellement de moyens, comme dans tant de services publics qui ont déserté nos territoires. Vous savez, on rencontrait des médecins, des infirmières, des aides-soignants, et ils nous expliquaient, comme partout sur nos territoires, dans tous nos territoires, aujourd'hui, le manque d'effectifs, les semaines de 50, 60, 70 heures. Ils nous parlaient des nuits passées. Vous savez combien on donne en plus par heure à un personnel soignant pour une heure de nuit? 1 euro. 1 euro. Une infirmière qui va faire 10 heures, une nuit de 10 heures, touchera à la fin de ses nuits, parce qu'elle a passé la nuit, 10 euros supplémentaires. C'est pas possible. Vous le savez, vous les entendez. Au service de maternité que nous visitions aussi, on a rencontré une infirmière qui avait fait sa formation, évidemment, qui avait passé 6 ans en réanimation et qui souhaitait évoluer et aller au service à la maternité. Après 6 ans, elle est toujours contractuelle. Après 6 ans, elle est toujours contractuelle. Elle n'a pas bénéficié des mesures du Ségur parce qu'elle est contractuelle. Et il y a encore quelques mois, après 6 ans d'expérience, notamment en réanimation, c'est lourd, après sa formation, parce qu'elle faisait des nuits, parce qu'elle faisait des week-ends, elle touchait 1 450 € par mois. Cette situation, et là, la discussion, c'était est-ce qu'elle allait pouvoir rester au service de maternité. C'est la seule infirmière, pour l'instant, au service de maternité. Nous mettrons fin au sacrifice de l'hôpital public. Et quand j'entends le Premier ministre de la France, qui se revendique des territoires, qui se revendique de ces territoires oubliés souvent par la République, nous dire qu'avant la pandémie, il n'y avait pas de problème à l'hôpital. Mais d'où débarque-t-il ? Franchement, Premier ministre de la France. Ça me rappelle le président de la République qui disait « J'ai découvert la situation dans les banlieues après avoir vu le film Les Misérables ». Il avait sacrifié le plan Borloo, construit avec des milliers d'acteurs sociaux, des milliers d'élus de terrain des banlieues. Il l'avait sacrifié, méprisé, jeté à la poubelle. Et de la même manière, un Premier ministre qui a oublié toutes les luttes des personnels soignants avant la pandémie, qui déjà jetaient leur blouse, qui déjà étaient en grève pour dire à quel point l'hôpital public est menacé. Aujourd'hui, le ministre de la Santé débloque, appelle le plan blanc à l'échelle du territoire. Le plan blanc, normalement, c'est pour les situations absolument exceptionnelles. Absolument exceptionnelles. Aujourd'hui, on déclenche le plan blanc pour les situations normales. Avec une trouille pour tous les soignants et les soignantes. C'est qu'on mette fin au repos légitime, nécessaire pour les vacances de Noël. Cette trouille pour tout le monde de craquer, de parvenir s'il n'y a pas les vacances. Cette trouille pour les soignantes et les soignants, qu'à un moment donné, cet hôpital va s'effondrer. Faute de soignantes, faute de soignants, parce qu'on les aura tellement maltraités, parce qu'on les aura tellement méprisés là-bas, à l'Élysée et à Matignon, qu'ils ne tiendront plus malgré leur mission, malgré leur engagement.
Alors, nous mettrons en œuvre un grand plan pour sauver l'hôpital public et l'ensemble de notre politique de santé. On sortira les technocrates avec leurs feuilles Excel de sa gouvernance et on mettra les soignantes et les soignants pour gérer l'hôpital. On définira l'offre de soins à partir des besoins de chaque territoire. On ne définit pas l'offre de soins en fonction d'un objectif de rentabilité de l'hôpital. Qui a jamais eu cette idée que l'hôpital devait être rentable? Et bientôt l'école? Non, on définira l'offre de soins à partir des besoins de chaque territoire, Nous revaloriserons évidemment les salaires, pas simplement en donnant des primes. Ce sont les salaires qu'on va revaloriser. Parce que vous le savez, dans les milliards annoncés du Ségur, c'est une incroyable fumisterie, ce Ségur. Et c'est 19, 17, 18 milliards. Reprise des dettes. Mais de quoi on parle? On va laisser nos hôpitaux en faillite? Nos hôpitaux, c'est l'État. L'État, c'est l'État. L'argent public, c'est l'argent public. Quel est ce jeu comptable qui consiste à dire on fait un effort pour l'hôpital public quand on reprend une dette publique d'un hôpital public? Mais le pire du mépris pour les personnels soignants, c'est que la moitié des 183 €, ces fameux 183 €, la moitié dépend de l'augmentation des actes que ces soignantes et ces soignants vont réaliser. Ils sont au bord du gouffre, du burn-out. Ils sont épuisés. Et qu'est-ce qu'on leur demande? Si vous voulez toucher un peu plus d'argent, il va falloir en faire un peu plus. Eh bien, cette logique-là, nous y mettrons fin. La tarification à l'acte, nous y mettrons fin. Dans la plupart des services, je l'ai dit, et aujourd'hui dans beaucoup d'hôpitaux, dans les services de pédiatrie qui sont soumis à cette épidémie de bronchiolite. Les infirmières et les infirmiers doivent s'occuper de 2 fois plus de malades que l'exige la sécurité, la qualité des soins et l'humanité. 2 fois plus de malades. C'est aussi ça, ce cercle vicieux que vous décriviez, madame. Ce cercle vicieux, on vous en demande toujours plus de sacrifices, toujours moins de temps à passer, malgré la demande de parole, malgré la demande d'écoute. Et donc, à partir du moment où les gens s'épuisent, à partir du moment où ils se sentent en danger même, où ils sentent le risque de maltraiter les patients, eh bien, les personnels soignants s'en vont. Et ceux qui restent, celles qui restent, c'est de plus en plus difficile. Eh bien, nous reprendrons la revendication du comité interhospitalier de recruter 100 000 infirmières et infirmiers sur le quinquennat. Parce que la santé, c'est notre joyau. Parce que la santé, c'est notre bien le plus précieux. Et s'il y a bien un moment dans l'histoire où nous le savons, c'est avec cette pandémie. L'urgence sanitaire, en ce moment, vous le savez, ça reste le Covid. On y est tous. Et merci de respecter les gestes barrières. Nous avons choisi une jauge pour le permettre. J'ai vu d'autres meetings la semaine dernière où personne ne portait le masque en toute irresponsabilité. Merci de cette discipline. Ce Covid, donc, qui continue de tuer et d'épuiser physiquement, moralement, psychologiquement notre société. Je demande au gouvernement de rétablir la gratuité des tests pour favoriser l'isolement des personnes contaminées. Je demande au gouvernement l'installation des capteurs de CO2 dans les lieux clos qui reçoivent du public. Ça fait 1 an qu'on le demande. Que font-ils? Enfin,
Enfin, nous n'en aurons pas fini avec cette pandémie tant que des continents entiers seront exclus de la vaccination. Variant Delta, variant Omicron, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme appellation pour ne pas dire une seule réalité? C'est que ces variants viennent de pays où la pandémie est encore trop lourde. Pourquoi cacher le variant indien? Pourquoi cacher le variant brésilien? Pourquoi maintenant cacher le variant sud-africain? C'est pas pour stigmatiser ces pays, mais nous devons les appeler comme tels pour nous rappeler à notre responsabilité. Tant qu'il n'y aura que 4% de vaccination en Afrique, nous ne serons pas à l'abri de n'importe quel variant. Et puis surtout, avec 4% de vaccinés, ça veut dire que nous laissons mourir des milliers d'Africaines et d'Africains par manque de solidarité. C'est pourquoi les écologistes demandent depuis au moins un an, partout où nous sommes, en France, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, nous demandons la levée des brevets sur les vaccins pour que ces derniers soient produits massivement dans les pays qui en ont tant besoin. Chers amis, vous le savez, les firmes pharmaceutiques ont réalisé près de 40 milliards de dollars de bénéfices depuis le début de l'année. 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est l'argent public qui paye ces vaccins. C'est souvent l'argent public qui a soutenu la recherche et l'obtention de ces vaccins. Alors bravo, ils ont trouvé des vaccins, bravo, il y a des génies. Tant mieux. Mais franchement, est-ce que l'argent public doit servir à payer définitivement les vaccins sur la pandémie? Est-ce que l'argent public doit financer une rente vaccinale des groupes pharmaceutiques? Si nous voulons la levée des brevets, c'est pour mettre fin à la pandémie. C'est donc sur cette terre, ici, Picarde. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas de la région, ça va leur parler un peu étrange, mais moi je suis né à Clacy-et-Thierret, dans un village juste à côté. Je suis né à l'école de la République, dans le logement de fonction. J'ai grandi à Mont-Saint-Lannoy, et puis j'ai étudié à Laon, où j'ai passé ma jeunesse. Je l'ai dit, c'est là que s'est forgée ma vision de l'écologie. C'est ici aussi que s'est imposée, pour moi, l'évidence de la convergence des combats sociaux et environnementaux. Cette conviction qui est devant nous, l'ardente obligation de réussir la transformation écologique, dans toute sa radicalité, en construisant un chemin de rassemblement, qui n'oublie jamais personne, et d'abord les plus inquiets et les plus fragiles. Quand vous grandissez au milieu des champs, vous avez toujours la nature en perspective. Et c'est là que mes parents m'ont transmis l'amour des arbres et des oiseaux. Le plaisir intense de voir passer une harpe de cerfs et de biches au fond de la forêt. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chance, mais si vous avez déjà observé une seule fois la beauté et la majesté d'un cerf, vous deviendrez, comme moi, un militant déterminé de l'interdiction de la chasse à courre. Ce plaisir de la nature, je veux que chacune et chacun
randonneurs, cyclistes, promeneurs, seuls ou en famille, puissent pleinement profiter, en sécurité. C'est pourquoi nous interdirons la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Parce que, vous le savez, la nature pour toutes et tous, la nature protégée, la nature partagée, la nature aimée, c'est au cœur de notre engagement. Et c'est ça, d'abord, l'écologie. C'est une invitation à l'émerveillement et à la beauté de la vie. Quand vous grandissez comme moi dans une école communale, vous vivez au quotidien les valeurs de la République. Le respect de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. L'attachement au service public, ce patrimoine de celles et de ceux qui n'en ont pas, c'est la passion de l'humain et de l'universel. Revenir ici me convainc à chaque fois, si besoin était, que ces valeurs ne sont pas une langue morte. Liberté, égalité, fraternité, démocratie, citoyenneté, laïcité, ce sont des mots d'une formidable jeunesse. Ce sont des actes de courage. Ce sont des principes d'action et de vie. Et je vous le dis, depuis l'enfant de l'an, le militant de Greenpeace et l'altermondialiste au Burkina Faso ou au Bangladesh, jusqu'au candidat à l'élection présidentielle, j'ai toujours la même conviction que notre vie et notre dignité doivent être préservées et placées au centre de tout. Vous savez comme moi, de longue date, que dans les moments les plus difficiles, comme ceux que vit aujourd'hui notre pays et l'Europe, réside une flamme, une volonté, un enthousiasme, un chemin, une espérance. Car l'écologie, c'est aussi cela. Une capacité à agir pour prendre soin de nous, de chacune et de chacun, et d'abord des plus fragiles, du collectif que nous avons forgé au sein de notre nation, de notre République abîmée par des discours de haine que nul n'imaginait entendre de nouveau résonner. L'écologie, ce n'est pas une longue pénitence, ça n'est pas une punition. Et je vais le dire pour celles et ceux qui l'ignorent, l'écologie, ce n'est pas prendre une douche froide une fois par mois dans le noir. L'écologie, c'est un magnifique projet de vie et de beauté, je l'ai dit. C'est un beau projet pour chacune et chacun et pour notre République, pour notre Europe, pour notre présent et notre avenir. L'écologie repose sur la conviction que nous détenons par l'évolution de nos comportements individuels et collectifs, par le progrès des sciences et des techniques, la capacité à vivre mieux, au travail, dans notre alimentation, nos déplacements, notre logement, nos loisirs, et à mettre la santé individuelle et collective au cœur des politiques. C'est la condition pour retrouver le contrôle de nos vies. Et c'est pour cela que nous devons nous battre. C'est pour cela que le destin heureux de la France se construit ici. Car, vous le savez, l'enjeu de l'élection présidentielle n'est rien moins que l'avenir de notre pays, des femmes et des hommes qui y vivent et de nos enfants. C'est le choix des valeurs que nous voulons transmettre qui s'y fera. C'est l'état dans lequel nous allons leur laisser l'air, l'eau, les prairies, les forêts, les littoraux, les rivières et les fleuves, les montagnes et les océans qui va être décidé. C'est notre destinée commune que nous allons choisir. Et mon combat, notre combat, sera inlassable pour faire prévaloir la vie, la jeunesse et l'avenir contre celles et ceux qui veulent organiser le suicide français.
l'extrême droite sous toutes ses formes, et la droite française qui tourne le dos à son héritage gaulliste et républicain, doivent savoir qu'elles trouveront face à elles les forces sereines et déterminantes, puissantes de la vie, de l'écologie. Je ne laisserai pas une chape de plomb se poser sur notre pays, fondée sur les haines contre les étrangers, les divisions, le rejet des différences, la concurrence toujours plus violente au détriment des plus faibles. Je ne les laisserai pas installer un ordre moral dont les femmes et les homosexuels seraient les victimes. Notre France, chers amis, ça n'est pas celle des anti-Dreyfusards, ça n'est pas celle des collabos et de l'OS. Cette France de la défaite, dont la devise est racisme, antisémitisme et révisionnisme. Vous le savez, notre France est plus grande, elle est plus forte, elle est plus fière que leurs délires identitaires et leurs obsessions régressives. Nos pulsions de vie seront toujours plus puissantes que leurs pulsions de mort. Et nous chanterons toujours la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ma détermination écologiste sera sans faille pour faire de la lutte pour les droits des femmes une priorité de tous les instants. Notre dignité en tant qu'individu, en tant que société, en tant que nation, ne peut plus s'accommoder des violences qu'elles subissent et des inégalités, notamment salariales, qui pèsent sur elles. Comment ne pas dire ma sidération en écoutant le président de la République parler d'inquisition médiatique lorsque des journalistes enquêtent et permettent à des femmes de sortir du silence, de dire face caméra, et quel courage il faut pour parler face caméra, pour dire leurs souffrances et les violences sexuelles qu'elles ont subies. En reprenant la ligne de défense des prédateurs sexuels, Emmanuel Macron a démontré sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, qu'il est du mauvais côté de l'histoire. La République écologique sera celle de la pleine égalité des femmes et des hommes. Plus un euro d'argent public n'ira à des entreprises qui ne s'engagent pas pour l'égalité des femmes et des hommes, comme pour la transition écologique et les progrès des droits des salariés. Ma détermination sera sans faille pour combattre toutes les discriminations dont tant de femmes et d'hommes, notamment les jeunes, restent victimes en raison de leurs origines, dans les rues, dans nos villes, pour l'accès à l'emploi et pour l'accès au logement. La parole des victimes s'est libérée, celle des femmes, celle des homosexuels, celle des femmes et des hommes que l'on stigmatise pour leur origine ou la couleur de leur peau. Cette libération ne s'arrêtera pas, et c'est une bonne nouvelle. Nous l'accompagnerons en agissant chaque jour pour faire en sorte que plus jamais il n'y ait de discrimination dans notre pays, que plus jamais la République et la société ne nient la dignité des femmes et des hommes et ne renoncent à combattre
pour l'égalité ne renonce à combattre contre les discriminations. Nous avons l'occasion historique, non pas d'aggraver les divisions, mais bien de réunir, de rassembler autour des valeurs enfin réalisées de la République écologique. Aux divisions et aux haines, nous opposerons sans cesse dans notre République ce qui nous rassemble, dans le respect de nos différences et de la dignité de chacune et de chacun. Pour gagner, vous le savez, ils sont prêts à tout, à diviser, à haïr, à exclure. Nous gagnerons cette élection présidentielle en rassemblant et en réconciliant les Français. Chers amis, de toutes ces menaces pour notre survie en tant qu'être vivant et en tant que nation, Emmanuel Macron ne nous protège en rien. Le conformisme technocratique et le libéralisme qui l'inspire depuis bientôt 5 ans et qu'il nous promet pour 5 ans de plus ne font qu'aggraver les maux du pays. Son statu quo, c'est le chaos. Les ambitions d'Emmanuel Macron sont mortes. Le dépassement n'a pas eu lieu. Aucun des verrous français n'a sauté, bien au contraire. En accroissant les injustices, en semant la désespérance sociale, Emmanuel Macron a porté l'extrême droite à 30% dans les sondages. Les lobbies sont plus puissants que jamais. Les lobbies sont plus puissants que jamais. Dans l'agriculture, ils continuent à dégrader notre alimentation et notre santé et celle des paysans à force de pesticides. Depuis 10 ans, 100 000 fermes ont disparu dans notre pays. Tous les jours, ou presque, un paysan se suicide et 30 fermes meurent. Nous y mettrons fin. Dans notre République écologique, les enfants mangeront 100% bio dans les écoles. Les malades, 100% bio à l'hôpital. Les anciens, 100% bio dans les EHPAD. C'est un enjeu de santé, et vous le savez, c'est un enjeu de santé essentiel aussi pour les familles les plus en difficulté. Emmanuel Macron veut continuer à nous imposer l'énergie nucléaire, malgré ses dangers et les coûts faramineux, dont un jour son gouvernement, comme les gouvernements précédents, devront rendre des comptes devant la nation. Quand un gouvernement engage un réacteur nucléaire, le fameux EPR de Flamanville, qu'il s'engage pour 3 milliards d'euros. Et quand la Cour des comptes aujourd'hui nous dit que ça va coûter 20, au moins, puisqu'aucun EPR ne fonctionne dans le monde. C'est 17 milliards d'euros de gabegie à ce jour. 17 milliards d'euros de gabegie, c'est presque le budget de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez vu un seul décideur rendre compte de ces 17 milliards d'euros de gabegie? Et vous connaissez le projet du président? Face à ce fiasco, face à ces 17 milliards d'euros de gabegie, c'est d'en faire 6 de plus. Il pense que 6 fiascos, ça peut faire un succès. Désolé pour les écologistes, parce que nous sommes responsables. 6 fiascos, ça fait un gros fiasco. Alors, l'industrie nucléaire est une grande filière incontestable de notre pays. Incontestablement. On peut être pour ou contre. Quand l'État a décidé de développer cette filière nucléaire, on y a mis les meilleurs ingénieurs du monde. On y a mis les meilleurs ouvriers du monde. Et on a eu 58 réacteurs dans notre pays. Quand l'État veut, quand le génie français est mis à contribution, on y arrive. Alors on peut remercier aujourd'hui les ingénieurs, les ouvriers,
qui maintiennent, malgré les difficultés, malgré le vieillissement des centrales, un minimum de sûreté et de sécurité dans nos centrales nucléaires. On peut les remercier, mais maintenant, il nous faut, avec eux, regarder l'avenir avec lucidité et avoir un débat transparent sur le coût et les risques du nucléaire. En tout cas, notre détermination est claire. Nous développerons les énergies renouvelables. Nous sortirons du nucléaire avec réalisme, en garantissant que chaque famille, chaque entreprise ne manquera jamais de l'électricité nécessaire. Je ne veux pas pour mon pays d'un nouveau quinquennat d'injustice sociale, d'appauvrissement démocratique, de déni écologique. C'est pourquoi je mettrai en place un impôt de solidarité sur la fortune, qui sera climatique, qui mettra un terme à 5 ans d'injustice sociale et fiscale, qui prendra en compte l'empreinte carbone des fortunes financières et réorientera ces financements des plus riches vers la défense du climat, vers la solidarité avec les plus pauvres qui, vous le savez, dans ce quinquennat, se sont appauvris. Nous mettrons en place une TVA différenciée selon l'impact environnemental des produits. Nous taxerons plus les produits qui reposent sur l'obsolescence programmée, qui voyagent inutilement des milliers de kilomètres ou qui détériorent notre santé. Mais nous réduirons la TVA, nous réduirons les taxes sur le bio, 0%. Sur les produits réparables, recyclables, réutilisables. Sur l'alimentation de qualité, encore une fois, pour que ce qui nous fait du bien soit accessible à toutes et à tous. Nos objectifs sont clairs. Sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, organiser la résilience des territoires, créer des emplois par la transformation écologique, sécuriser les parcours professionnels et l'acquisition de nouvelles compétences, contribuer à une autre répartition de la valeur entre le travail et le capital, protéger les femmes et les hommes contre les effets sociaux de la crise écologique. Chaque politique publique, chaque euro d'argent public y seront conditionnés. Ce sera notre règle d'or pour le climat. Fini les politiques publiques qui subventionnent les énergies fossiles, qui subventionnent Total, qui va explorer et exploiter le pétrole, le gaz en Arctique ou en Afrique. Fini l'argent public qui ira vers les pesticides. Nous financerons les énergies renouvelables et l'isolation des logements. Voilà comment aider les familles. Voilà le meilleur bouclier énergétique. C'est évidemment l'isolation des logements. Demain, nous relocaliserons les entreprises et l'industrie pour retrouver notre indépendance de production. Nous lancerons un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros par an sur le quinquennat, 2% du PIB. 25 milliards iront à la reconstruction d'une économie sur la base de la durabilité, 10 milliards sur le logement et le bâtiment, et 25 milliards seront dévolus à la réparation de nos services publics. Lutter pour le climat. Lutter pour le climat, pour la fin du gaspillage, pour la sobriété. Engager, renforcer nos services publics. Nous créerons 1,5 million d'emplois à l'échelle des territoires et nous dynamiserons par des investissements un mode de production et de consommation responsable.
Tu en as parlé, Jean-Luc, nous utiliserons les 9 milliards d'euros d'argent public de la PAC qui, tous les jours, arrivent en France pour passer un grand contrat de transition agricole avec les paysans, pour que l'agriculture biologique devienne le cœur de notre modèle agricole. Et je l'assume, nous mettrons sur la table avec les agriculteurs leur endettement. Parce que nous savons que trop d'agriculteurs sont surendettés, ils sont piégés dans le productivisme par le surendettement. Et bien, dans cette transition de l'agriculture, nous assumerons parfois, souvent, de mettre fin au surendettement des paysans pour qu'ils puissent changer de modèle agricole. Demain, nous engagerons la sortie de l'élevage industriel qui maltraite les animaux, fait disparaître les paysans et pollue l'environnement. Nous interdirons l'élevage en cage. Nous installerons 100 000 jeunes en agriculture avec des revenus décents, dans le respect des animaux et de la nature, pour produire une alimentation saine et savoureuse. Nous œuvrerons aussi à une juste taxation, enfin, des multinationales qui placent leurs profits dans les paradis fiscaux, rémunèrent très largement leurs actionnaires, tout en continuant à licencier. Eh bien, ces firmes n'accéderont plus à aucun euro d'argent public, à aucun marché public. Alors vous avez dû l'entendre, le président Macron nous promet désormais le plein emploi. De quoi parle-t-il? D'un pays où le taux de chômage aurait certes baissé, mais où demeureraient des millions de pauvres, de précaires, de jeunes et de chômeurs longue durée? Un pays où des milliers d'entreprises ne parviendraient pas à embaucher faute de salaire et de conditions de travail à la hauteur, faute de formation adéquate? Un pays qui se serait enfermé dans les technologies du passé et aurait définitivement manqué le tournant vital de la transition écologique? Un pays incapable d'organiser les migrations de travail et l'intégration des personnes étrangères pour être à la hauteur de ses valeurs et des besoins de son économie? C'est un autre horizon, mobilisateur celui-là, que je vous propose. Celui d'un plein emploi, où l'on peut vivre de son travail, où la santé des salariés est une priorité, où la rémunération est enfin à la hauteur de l'utilité sociale, où la mobilisation aura été sans faille pour combattre la fatalité de la pauvreté, où les jeunes trouveront pleinement leur place, où les emplois seront durables et trouveront tout leur sens avec l'engagement des entreprises dans les vastes secteurs de la transition écologique, où la migration de travail sera organisée et maîtrisée. Voilà le pari de l'écologie, pour donner de la force à notre économie, si indispensable à l'avenir de notre nation. Nous investirons dans l'humain et dans la transition écologique. Notre économie sera celle des entrepreneurs et des salariés, pas celle des actionnaire et de la finance. Ce sera celle des innovations technologiques et sociales, pas celle de la rente. Ce sera celle de la responsabilité environnementale et sociale, pas celle de la prédation. Parce que le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles, ce ne sont pas des mots ou des images sur les chaînes info. Ce sont des femmes et des hommes fracassés par ce chaos qu'un modèle écocide a installé. À croire ceux qui nous gouvernent depuis des décennies, toujours les mêmes, à peu de choses près, plus ou moins libéraux, toujours productivistes, il n'y aurait qu'un seul modèle auquel il faudrait se tenir, même s'il dévaste tout sur son passage, la nature comme la solidarité. Vous le savez, combien de fois les avons-nous vus moquer notre rapport à la faune, à la flore, à l'humain?
le jugeant idéaliste quand nous étions juste précurseurs. L'harmonie entre l'humain et la nature, c'est un peu mièvre à les entendre. Pour nous, c'est juste primordial. Ce que nous promet Emmanuel Macron, c'est un nouveau quinquennat de stagnation qui annonce un déclin du pays. Cette inquiétude qui étreint tant de Français. De toutes mes forces, de toute la vigueur de l'écologie et de ses promesses d'avenir, je m'y refuse. Je ne veux pas d'un nouveau quinquennat où Emmanuel Macron dérive chaque jour un peu plus au gré des effluves délétères d'une droite en pleine dérive. Emmanuel Macron dirige la France avec la seule technocratie. Vous l'avez compris, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Je préférerai toujours l'intelligence collective à la prétention d'un seul. Emmanuel Macron agit sous l'influence ou sous l'emprise des lobbies. Ce n'est pas ma conception de l'intérêt général. Il décide avec et pour les plus riches. Ce n'est pas notre conception de la justice sociale. Alors, chers amis, j'entends et je partage les aspirations de beaucoup d'électrices et d'électeurs de gauche, et plus largement, des progressistes et des humanistes, qui ne veulent pas se retrouver dans la situation de devoir choisir, à nouveau, entre la droite et l'extrême droite. C'est donc autour des idées et du projet écologiste pour la France, pour la République, qu'il faut se retrouver. J'ai tendu la main et je suis convaincu que nous trouverons les moyens du rassemblement. La maison de l'écologie, de la justice sociale et de la République, elle est grande ouverte. C'est ce projet qui doit permettre à toutes et tous, à gauche et au-delà, de se retrouver dans une démarche collective pour gagner. J'appelle aujourd'hui tous les progressistes et les humanistes à nous rejoindre, à venir travailler avec nous. Venez avec vos combats, venez avec votre histoire, venez avec vos engagements, vos idées, pour construire ensemble la belle alternative, cette coalition du climat et de la justice sociale dont notre pays a tant besoin et à laquelle aspirent tant de nos compatriotes. Nos bras comme la maison de l'écologie. Nos bras sont grands ouverts. Et nous proposerons dans les prochaines semaines, aux forces vives du pays, aux forces sociales organisées, dans le respect de leur indépendance, aux forces politiques qui le souhaitent, à partager notre projet et notre campagne. C'est ainsi que nous échapperons à l'alternative mortifère que l'on nous promet et à laquelle je ne me résoudrai jamais. J'en suis convaincu, pour chacune et chacun d'entre nous ici, nous n'acceptons pas que l'on tourne le dos aux promesses de République et de solidarité. Nous n'acceptons pas quand Emmanuel Macron cherche à complaire aux pulsions du rejet en organisant pour le compte de Boris Johnson le harcèlement des migrants à Calais. Il y a quelques jours,
dans une région que tu connais bien, que plusieurs ici connaissent bien, Damien, Marine et tant d'autres, dans les Hauts-de-France. Dans la chapelle ardente qui était dressée à la mémoire des 27 femmes et hommes morts dans la Manche au large de Calais, je me suis fait le serment de porter plus que jamais, dans ce moment de la vie de notre pays, l'humain d'abord, de combattre le cynisme et la froideur mortifère des calculs politiciens. Et j'aimerais que nous pensions, c'est une personne parmi tant de milliers d'autres qui est morte. J'aimerais que nous pensions à Mariam, une jeune femme kurde irakienne de 21 ans. Vous vous souvenez, les Kurdes qu'on a abandonnés, qui combattaient l'État islamique qu'on a abandonné. Elle avait 21 ans. Elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Elle avait 21 ans. Elle rejoignait son fiancé en Angleterre. Quelle menace pouvait-elle représenter pour qu'on la maltraite autant au pays des droits de l'homme et de la femme? L'écologie, pour nous, ce sera toujours une force de vie. Ce sera toujours la vie, celle que nous entendons insuffler à la France et à la République. Ce que j'entends combattre de toutes mes forces, de toutes nos forces, c'est ce naufrage de civilisation que le pape François vient de dénoncer à Lesbos. Oui, comme il nous y invite de toutes nos forces de vie, je cite, « Surmontons la paralysie de la peur, l'indifférence qui tue, le désintérêt cynique qui, avec ses gants de velours, condamne à mort ceux qui sont en marge. Luttons à la racine contre cette pensée dominante, cette pensée qui se concentre sur son propre moi, sur les égoïsmes personnels et nationaux. Je vous le promets ici, j'en prends l'engagement ferme. Nous mettrons fin à cet effondrement du projet européen qui promeut la circulation sans entrave des marchandises, des services et des flux financiers, mais qui construit des murs, des barbelés et des miradors pour les êtres humains. Je veux ici lancer, dans ce combat de civilisation, un appel à la jeunesse de France. Ce combat est le vôtre. C'est de vous qu'il s'agit, de votre présent, de votre avenir. Vous qui vivez votre jeunesse en ces temps de pandémie. Vous qui connaissez les premiers grands espoirs et déjà les déceptions. Vous qui prenez enfin toute la mesure des risques qui pèsent sur l'humanité. Vous qui aspirez à la justice, à la fraternité, ou tout simplement au respect et à la dignité. Vous qui connaissez parfois, trop souvent, la précarité. Vous qui vous engagez pour le climat, pour la justice, pour les droits. Mais vous aussi, qui ne vous engagez pas, car vous ne voyez plus de sens à cette société. Vous qui ne croyez pas dans le vote et dans l'action politique, parce que vous êtes les grands exclus du quoi qu'il en coûte. Parce que depuis trop longtemps, dans les quartiers, dans les zones rurales, en Outre-mer, vous êtes les enfants oubliés de la République. Refusez le fatalisme, refusez le conformisme, empruntez la seule voie nouvelle, celle de l'écologie. Je n'accepte pas, je le dis ici, chez moi, terre de ma jeunesse, que ce pays laisse perdurer une sorte de fatalité de la galère pour les jeunes. Comme si les échecs scolaires, les difficultés de santé, les difficultés à trouver un emploi ou une formation, parfois les ruptures familiales, jusqu'à la précarité et la pauvreté, devaient être un passage obligé. Qui peut penser
Qui peut penser un seul instant qu'une société fraternelle et moderne se construit sur un tel rapport à notre jeunesse? Je sais que disant cela, je parle aussi au nom de tant de parents et de grands-parents de ce pays qui vivent l'amour et la fraternité entre les générations et y voient le fondement d'une société heureuse. C'est cela aussi, la République écologique que je vous propose. Alors, jeunes de France, donnez-nous de la force. Donnez-moi de la force. Donnez-vous de la force. Celle de résister aux pulsions morbides, celle de faire prévaloir la vie, celle de construire votre avenir, celui de la société tout entière, à partir de vous, de vos projets, de votre créativité, de votre énergie et de votre si belle diversité. La République écologique vous attend, elle vous entraîne, elle se construit avec vous, pour vous, à partir de vous, de vos envies, de vos doutes et de vos attentes. Je l'ai dit, la République écologique sera celle de la jeunesse, ça sera celle de l'avenir, ça sera celle de la vie. Nous ferons de la réforme de notre système éducatif et d'enseignement supérieur, nous ferons de cette réforme une priorité centrée sur la jeunesse et ses aspirations, avec les enseignants, afin qu'elle puisse trouver la place qui lui revient dans la société et l'emploi de demain. Notre école si précieuse, qui est le creuset de notre nation, qui fait de tous les enfants des citoyens en devenir, devra évoluer pour répondre aux défis de la société. Ensemble, avec les professeurs, avec les parents, avec toute la société éducative, nous devrons trouver les voies d'une école plus égalitaire, offrant à toutes et tous les mêmes perspectives d'épanouissement et d'accomplissement. Nous travaillerons à la mise en place de nouvelles pédagogies plus épanouissantes, ainsi que de rythmes scolaires moins lourds, qui donneront plus d'importance à l'accès à la nature, au développement des talents artistiques, sportifs et relationnels chez nos enfants. À l'université, nous restaurerons le droit à l'enseignement supérieur, en supprimant le système opaque et inégalitaire de Parcoursup, qui met les familles dans l'angoisse. Qui met les familles dans l'angoisse et laisse chaque année plusieurs milliers de bacheliers sans accès aux études supérieures. Nous mettrons en place, c'est bien, les jeunes commencent à arriver. Nous mettrons en place un revenu citoyen garantissant une vie digne et accessible dès 18 ans, qui permette un revenu citoyen automatique qui permettra aux jeunes d'avancer dans la réalisation de leurs projets, qui permettra à chaque Française et à chaque Français de manger à sa faim. Avec notre revenu citoyen, nous éradiquerons la pauvreté en France. Chers amis, nous n'avons que trop laissé les conservateurs, les conformistes, les sociotechnocrates nous faire croire que réinventer le monde était impossible. Retrouver du temps et de la sérénité, pas possible. Un service public qui fonctionne, pas possible.
Renoncer aux énergies fossiles et protéger le vivant, pas possible. Laisser la jeunesse choisir son avenir, pas possible. Une démocratie vivante et participative, pas possible. Libérer la parole des femmes, pas possible. Une Europe qui fasse rêver, pas possible. Lutter contre les lobbies, pas possible. Augmenter les salaires, pas possible. Accueillir dignement les migrants, pas possible. Eh bien moi, ce qu'on m'a appris, mes années d'engagement, c'est que réinventer le monde est possible. Tant de solutions existent déjà. Elles sont portées un peu partout en France. Vous les connaissez, vous en avez. Chez vous, à côté de chez vous, vous en faites partie. Ce sont des initiatives qui sont portées et des expériences, des expérimentations qui sont portées par des citoyennes et des citoyens, par des entreprises, des collectivités, des labos de recherche, des associations, des jeunes. Des solutions par lesquelles des femmes et des hommes qui entendent reprendre la maîtrise de leur vie s'engagent dans l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, dans des initiatives citoyennes et solidaires, qui créent des emplois, qui améliorent le bien-être des habitants et revitalisent notre industrie et nos territoires, dans des entreprises inventives qui prennent au sérieux la réduction de leur empreinte écologique, qui redonnent sens au progrès et à la prospérité partagée, tout en dessinant un avenir bienveillant. Loin du modèle productiviste et consumériste, des centaines d'initiatives irriguent ainsi nos territoires, qui redonnent à chacune et à chacun sa dignité et des perspectives d'avenir, qui redonnent de l'espoir à notre jeunesse, qui nous redonnent la puissance d'agir. C'est cette écologie de solutions qui doit gagner la France. Car je vous le dis, chers amis, nous sommes le monde d'après. Nous sommes ceux qui allons ouvrir un nouveau chapitre de notre récit national et républicain, la République écologique. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Nous nous heurterons à beaucoup d'intérêts, de conservatisme, de lobby, mais nous serons déterminés et persévérants. Nous convaincrons et nous vaincrons par les armes du droit et de la raison. Parce que, vous le savez, nous sommes de celles et ceux qui ne se laissent pas dicter leur destin. Nous sommes le prolongement de toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir notre culture, nos valeurs, notre civilisation. Nous savons que c'est dans cet héritage, dans cette fidélité à cet héritage et dans les apports de l'avenir que notre nation continuera à avancer. Comme cette enseignante, comme cette infirmière, comme cet agriculteur qui ont témoigné tout à l'heure. Ces héros du quotidien que nous avons tant applaudis pendant le confinement, en pleine crise de la Covid et pendant ce meeting. De même que celles et ceux qui se retrouvaient le samedi sur le rond-point de l'Europe allant un peu plus loin. Ce cercle de bitume où jusque-là ne s'arrêtait personne est devenu un haut lieu de sociabilité, révélant les déchirements d'une France oubliée. D'ici, allant, je m'adresse à celles et ceux, trop souvent ignorés et qui pourtant font tenir le pays debout. À ces infirmières, à ces paysans, ces aides à domicile, ces artisans, ces travailleurs sociaux, ces caissières, ces salariés de la restauration et du bâtiment, à ces éboueurs, à ces travailleuses du nettoyage, à celles et ceux qui connaissent la dureté du travail, les longs déplacements, les salaires insuffisants et la misère, à celles et ceux qui vivent la difficulté d'accéder au logement dans les grandes villes, à celles et ceux qui souffrent de l'invisibilité dans les villes moyennes et dans les campagnes, à celles et ceux dont les salaires sont inversement proportionnels à leur utilité sociale, à celles et ceux que personne ne veut voir, entendre et défendre, en dépit des efforts des organisations syndicales. Je leur dis, vous êtes le cœur battant de la société.
Et puisque nous sommes à quelques kilomètres du chemin des dames, vous êtes les poilus de la République. Vous êtes les poilus de la République, car vous êtes les combattants du lien social. Vous êtes celles et ceux qui prennent soin de nous et de la société tout entière. Et pour cela, vous serez les premiers bénéficiaires de la revalorisation des salaires dont nous ferons une priorité. Nous revaloriserons les salaires dans le public comme dans le privé, en dégelant le point d'indice et en conditionnant les aides aux entreprises à l'engagement de négociations salariales visant à réduire les écarts de salaire et à un plan santé au travail. Nous donnerons la priorité à l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs des secteurs essentiels, les métiers du lien et de l'humain, principalement exercés par les femmes, dans les EHPAD qui connaissent une crise invraisemblable, dans les établissements scolaires, auprès des enfants en situation de handicap, on en a parlé tout à l'heure, dans la logistique, la grande distribution, la restauration, l'entretien. Toutes celles et ceux qui ont tenu la société pendant la pandémie et que ce gouvernement a renvoyé à la précarité, à l'invisibilité et à l'ingratitude sociale. Fini avec nous cette économie punitive qui pénalise le pouvoir d'achat des Français en faisant exploser les dépenses contraintes, l'énergie, le logement, les transports, l'alimentation. Nous baisserons justement ces dépenses et nous redonnerons du pouvoir de vivre aux Français. Nous le ferons en investissant dans le logement social, qui est une catastrophe sous ce quinquennat. Nous le ferons en investissant dans les transports collectifs, les vélos, les pistes cyclables, en rendant gratuit et soutenu le covoiturage. Nous le ferons en investissant dans l'isolation des logements et en rendant cette isolation sans charge pour les familles les plus vulnérables. Ces millions de familles qui, en ce moment, aujourd'hui même, vivent dans le froid, faute de pouvoir payer leur chauffage. En réduisant ces dépenses contraintes, la République écologique rendra ainsi aux Français l'équivalent d'un 13e mois de salaire. C'est une mesure de justice écologique pour la défense du pouvoir d'achat. Parce que la défense du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir de vivre sont une priorité des écologistes, sont une priorité de notre projet. Vous savez combien notre cohésion en tant que nation est abîmée par les inégalités sociales, aggravée par Emmanuel Macron et son obsession pour les premiers de cordée. Parce que la transformation écologique que je conduirai comme président de la République au service de tous les Français sera d'abord au service de celles et de ceux qui souffrent le plus. Chers amis, redonnons à cette France, à toute la France, de l'espoir. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, disait Nelson Mandela. Avec la Covid, nous avons découvert qu'il était possible, en quelques semaines, de changer notre manière de travailler, de trouver des milliards pour sauver les entreprises, d'applaudir les fonctionnaires, d'augmenter si peu les personnels soignants, d'offrir des vaccins gratuits. Arrêtez de nous dire que c'est impossible. Le renoncement, le conformisme des dernières décennies n'ont que trop duré. Je pense à nos dirigeants qui, depuis tant d'années,
de beaux discours en fausses promesses, traînent les pieds, reculent, au lieu de faire face avec courage. Ils procrastinent, ils lambinent, ils remettent à plus tard. Ils pensent avoir le temps. Ils croient que le statu quo est une option, qu'un peu de croissance ici, de technologie là, résoudront les problèmes. Nous démasquerons dans cette campagne ceux qui prétendent agir pour la planète, mais qui ne font rien, ou si peu. Chers amis, reprendre en main notre destin, c'est possible. Avec nous, sauver le climat, c'est possible. Avec nous, redonner du sens aux mots de liberté et de fraternité, c'est possible. S'émanciper et obtenir l'égalité, c'est possible. Avec nous, avoir le droit de mourir dans la dignité, c'est possible. Avec nous, gagner son autonomie et trouver sa place dans la société, c'est possible. Garantir l'égalité effective pour les personnes handicapées, c'est possible. Avec nous, partager les richesses, c'est possible. Avec nous, protéger le vivant et vivre dans une société plus saine, c'est possible. Interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes maintenant, c'est possible. En finir avec le chômage de masse, c'est possible. Décentraliser vraiment la France, c'est possible. Avec nous, en finir avec la société patriarcale, c'est possible. Accueillir dignement les réfugiés, c'est possible. Un système éducatif performant et donnant les mêmes droits à toutes et tous, c'est possible. Avec nous, un hôpital public gratuit et performant, c'est possible. La justice sociale, c'est possible. Cette France est possible. C'est celle dans laquelle je vous propose de vivre si vous me portez à la présidence de la République.